Les dernières élections l'ont montré, les Européens se sentent de moins en moins représentés par leur classe politique. Résultat, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France, ils sont de moins en moins nombreux à voter. Alors, comment réconcilier les citoyens avec les politiques, avec la politique? Ici, à Saillant, un petit village de la Drôme, on propose un accès pour tous aux prises de décision. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, horizontale, collégiale. À la mairie, j'ai rendez-vous avec Sabine Girard, conseillère municipale de Saillant. Elle fait partie du groupe d'habitants qui a été élu au municipal de 2014 pour exercer le pouvoir collectivement. Vous êtes à la mairie depuis 3 ans, ici, à Saillant. Et votre rôle, c'est conseillère municipale en charge de l'urbanisme? J'ai 2 compétences, une sur la mobilité, environnement, énergie, et l'autre sur la gouvernance. Mais vous êtes compétente pour faire ce travail? Bah, comme tout en chacun. Bah non, c'est un métier la politique. Eh ben non. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on croit ici à Saillant. Vous voulez prouver le contraire, c'est ça? Exactement. Expliquez-moi comment vous avez pu, il y a 3 ans, prendre le pouvoir avec 56% des voix, alors qu'il y avait un maire, un politique, il était au conseil général. Comment vous avez pris la mairie? Alors ça s'est fait très naturellement, en fait. Il Ouais. y avait un certain nombre d'insatisfactions par rapport à la mandature passée. Il y avait eu notamment un conflit autour de l'installation d'un supermarché. C'est-à-dire? En fait, l'ancien maire souhaitait implanter un supermarché en périphérie du village. Ouais. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce conflit-là a montré quelque chose, a montré 2 choses. 1, que le maire décidait tout seul. Et 2, qu'on n'était jamais informé de ce qui se passait. Et ça, c'est des choses dont les habitants n'ont pas voulu. Donc il y a eu des manifestations contre le supermarché. Le supermarché a été abandonné. Et derrière, il y a des habitants qui ont continué à se mobiliser sur ce qu'ils ont appelé la transparence, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe. Et depuis ce jour-là, vous êtes en train d'inventer une autre nouvelle forme de démocratie participative, horizontale. Comment vous la définissez? Alors nous, on parle de gouvernance de la commune collégiale et participative. Ouais. Et donc il y a bien deux termes. La collégialité, déjà, c'est l'idée qu'on ne décide pas tout seul. Ça veut dire on est une équipe de 15 élus, il faut que les 15 élus aient des responsabilités et se partagent le pouvoir. D'accord. On fait des binômes par compétence, on n'est jamais tout seul. Et puis, on essaie de décider par consensus. Voilà, globalement. Ça, c'est la collégialité. D'accord. Et donc, la collégialité, on souhaite l'étendre à l'ensemble des habitants. Et ça, on dit plutôt participation. Et c'est l'idée de dire qu'on associe les habitants à toutes les étapes de la gestion de la vie d'une commune. C'est-à-dire à la fois définir les grandes orientations de ce qu'on veut faire, mais aussi la décliner en projets concrets, travailler ces projets concrets et même éventuellement les mettre en œuvre. Vous voulez dire qu'on peut imaginer la démocratie sans chef? Alors ici, oui. En tout cas, pas avec un seul chef. Pas avec un seul chef. Et alors, le chef, le maire, lui, il touche 1 000 € par mois et vous touchez 150 €, c'est ça? Dans l'ancienne mandature, Ouais. toutes les indemnités allaient juste au maire et à quelques adjoints. Ouais. Nous, on les a répartis entre tous les élus. D'accord. Donc déjà, avant, moi, j'aurais été sur l'ancienne mandature, je n'aurais rien touché. C'est une façon symbolique de responsabiliser tout le monde. Le maire touche un peu plus parce que notre critère a été de dire il faut que ce soit un montant qui vienne en proportion à la fois de l'engagement en temps et aussi en fonction de la perte de revenus possiblement générée. Nous voulions que le maire et la première adjointe, puisqu'ils sont un binôme de tête, touchent la même indemnité. La première adjointe, qui est une personne retraitée, a dit « Mais ce n'est pas juste, puisque moi je touche ma retraite, je n'ai pas de perte de salaire comme le maire pourrait avoir parce qu'il va travailler moins. » C'est vrai. Donc en fait, elle se trouve avec une indemnité moins forte. Et tout notre système est fait comme ça. D'accord. On est en reportage et on va voir comment la démocratie participative fonctionne ici à Saillant. Vous allez voir, il y a des opposants, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, alors, on va commencer. Je rappelle le principe d'un comité de pilotage. Donc, les élus sont autour de la table, le public est autour et peut intervenir à tout moment dans les débats. Donc, on part sur le premier point. Donc le gros enjeu, c'était de savoir si on maintenait les théâtres... Normalement, ça, c'est à huis clos, ces réunions d'élus. Mais non. C'est normalement dans d'autres communes. Oui, mais c'est justement, on peut en profiter puisque on a droit à la parole. C'est intéressant. En fait, c'est comme ça que ça devrait se passer partout. À Saillant, toutes les réunions de la mairie sont publiques. Mais en plus, une forme de surveillance des élus a été mise en place avec l'Observatoire de la participation, constitué de 12 citoyens tirés au sort.
Madeleine Weinling, c'est quoi votre rôle? Vous surveillez les démocraties, le bon fonctionnement démocratique? Effectivement, je veille à ce que les habitants aient bien leur part dans toutes les instances de la mairie. D'accord. Et que la démocratie participative soit effective dans toutes ces instances. Et vous êtes bien vu, non? On est très bien accueillis. Les gens vous reconnaissent. On va demander, tenez, vous savez que madame est à l'Observatoire de la participation? Oui, vous le savez? Oui, on l'écoute. Vous êtes de Saillant, non? Oui. Ah ouais. Vous trouvez ça bien qu'il y ait une observatrice de la participation? Non. Non. Ce sont des gens qui sont là pour prendre des décisions pour le village, alors qu'ils n'ont aucune légitimité, ni électorale, ni démocratique, de quelque façon que ce soit. Et quand j'ai vu le fonctionnement, je me suis dit, c'est de la poudre aux yeux, et c'est une fausse démocratie participative. Alors, défendez-vous, allez-y. Non, moi, je ne vais pas me défendre, je ne me sens pas attaquée personnellement, mais je trouve ça très intéressant. Justement, notre rôle, c'est aussi d'écouter de ce genre de remarques et d'essayer de faire en sorte d'expliquer les choses. Je pense qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs habitudes. Mais il dit que ce n'est pas démocratique, votre système. Eh ben, je l'invite à revenir en mairie et à venir et à participer aux différentes réunions. Mais voilà, ça ne se passe pas qu'en mairie, ça se passe aussi ici, au bar des sports, dans la rue, quand on se croise. Tout n'est pas encore parfait. On invente au fur et à mesure les choses. Donc forcément, il peut y avoir des couacs, des incompréhensions, des malentendus. Vous y allez au comité de pilotage, monsieur, ou? J'y vais pas, mais juste... Ah, bah voilà, alors. Citoyen, si vous vous plaignez, il faut vous engager. Je suis d'accord, monsieur, mais les comités de pilotage à 20h, les réunions à 19h, je m'excuse, mais j'ai un métier. J'en ai même 2, j'ai des enfants. D'accord. Je ne peux pas passer ma vie dans une salle de réunion non plus, quoi. D'accord, je comprends. La démocratie, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Merci. Bon, alors là, on va réagir, parce que vous avez vu cet agent immobilier, il a alpagué cette personne qui vient d'arriver à l'Observatoire de la démocratie. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En fait, c'est une remarque intéressante à 2 niveaux. La première, c'est qu'en fait, il remet en cause la légitimité d'une instance qu'on a créée, qui n'existait pas, ces fameux observatoires de la participation. Ah oui. Après, ce qu'il n'a peut-être pas bien compris, c'est que cette instance-là est uniquement une instance d'observation et de veille, et ne prend aucune décision. Après, on pourrait, sur la question du tirage au sort, on pourrait élargir un peu la question. Est-ce qu'un tirage au sort serait légitime pour désigner des personnes qui décideraient à notre place? C'est une question qu'on se pose depuis l'Antiquité. Et moi, je pense qu'au contraire, le tirage au sort permettrait à des personnes comme cette personne-là, qui sont plutôt dans une posture d'opposition, de trouver mieux la place dans notre fonctionnement. C'est-à-dire que le risque de notre fonctionnement, comme nous on est ouvert et vient qui veut, c'est quand même, il peut y avoir une dérive qui est de dériver dans l'entre-soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne se sent pas faire partir de ça, on se met à côté. Et on pense qu'en tirant au sort des personnes, on va pouvoir faire rentrer vraiment à l'intérieur du mécanisme, de façon légitime, des personnes qui sont plutôt opposées, qui ont des vues opposées aux nôtres, et qui ne seraient pas venues seulement si on les avait invitées. Pourquoi de certaine manière, vous réinventez les règles que tout le monde connaît? Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Tout à fait. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est jamais hors des règles. On a des institutions qu'on respecte complètement, et au contraire, on les complète. On essaie de les améliorer. Après, moi, j'entends très bien les personnes qui disent « Après tout, c'est votre boulot. Moi, je mets un bulletin dans l'urne. Pendant 6 ans, je ne veux plus en entendre parler. » Alors, mettre un bulletin dans l'urne, ça, c'est le devoir citoyen qui est de moins en moins fait. Aux dernières élections législatives, il y a eu 57% d'abstention au second tour. Il y a un désenchantement général de la politique. Est-ce que vous pensez qu'avec cette démocratie participative, vous combattez ce sentiment d'exclusion d'une partie de la population envers les politiques? Alors oui, moi je trouve que clairement depuis 3 ans, la principale réussite qu'on a, c'est de redonner goût et envie aux habitants de s'impliquer dans la vie publique et dans la politique locale. C'est déjà un point énorme. Après, moi je voudrais dire autre chose. On a un taux d'abstention aux dernières élections, y compris présidentielles à Saillant, à peu près assez proche quand même des moyennes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un décalage. Et typiquement ici, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces engagements-là, qui pour autant ne vont pas nécessairement voter à certaines élections qu'ils estiment plus légitimes en fait. D'accord. On revient tout de suite ensemble, mais on va aller d'abord faire un tour avec nos correspondants, parce qu'en Europe, des expériences comme ça existent, démocratie participative, avec des résultats mauvais ou bons. C'est maintenant l'heure de nos correspondants.
C'était l'un des engagements de la nouvelle maire de Madrid. Élue en 2015 avec le soutien du parti Podemos, Manuela Carmena promettait plus de démocratie participative, notamment pour décider des aménagements urbains. Mais les citoyens n'ont pas été au rendez-vous. En mars 2016, une première consultation populaire sur la rénovation de la place d'Espagne a été proposée. Seulement 1,6% des habitants de Madrid se sont déplacés. Pour la deuxième grande consultation organisée en février dernier, la mairie a mis les moyens. 1,1 million d'euros dépensés. Hélas, là encore, les électeurs ont boudé les urnes. 212 000 personnes ont donné leur avis, soit 7,8% du corps électoral. Pour la mairie, qu'importe. Elle parle même d'un succès incontestable. Car son programme, Madrid 100% développement durable, a été approuvé. La Finlande a décidé d'impliquer davantage ses citoyens dans le processus démocratique, en leur proposant tout simplement d'écrire les lois. Le Citizen Initiative Act, voté en 2012, permet à tout Finlandais de rédiger un projet de loi. Il sera ensuite examiné par le Parlement si le texte recueille 50 000 signatures en 6 mois. Pour faciliter tant la rédaction que l'approbation, un site spécifique géré par l'ONG Open Ministry a été créé. Tout sauf un gadget. Depuis 2012, 30% des électeurs finlandais ont soutenu au moins un texte pour 2 millions de signatures. Et 80% de la population pense que cet instrument est efficace pour renforcer la démocratie. Pour l'instant, une dizaine de textes a été soumis au Parlement, dont par exemple des initiatives pour durcir les expulsions de délinquants étrangers. Mais un seul a été approuvé, le mariage gay en 2014. On a vu Podemos veut aller dans ce sens-là en Espagne. On a vu effectivement le parti pirate en Islande. Ça marche pas au niveau d'un pays en fait. Les gens n'en veulent pas. Mais moi, je pense que c'est une maturation. Je pense qu'elle est indispensable qu'il y en ait qui luttent et qui militent pour ça. Ouais. Mais je pense aussi qu'il faut que chaque parcelle bouge. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouge aussi au niveau législatif. Il faut aussi que ça bouge dans les écoles qui forment nos élus. Il faut aussi que ça bouge dans nos écoles d'administration. Votre truc, il est que bon pour un petit village de 1200 habitants, alors, c'est ça? C'est un premier pas. Mais moi, je pense que ça a déjà commencé à bouger. Regardez les ordonnances qui sont sorties sur la participation juste avant les élections présidentielles, sur la capacité pour les habitants d'interpeller sur des projets et faire davantage de concertation. Je pense vraiment qu'il faut que ça bouge partout. Sabine Girard, conseillère municipale à Saillant, je vous remercie. Merci.